Et je pense que c'est vraiment une très grande opportunité. Et je nous demande juste de nous prêter l'oreille et je pense que nous allons nous entraîner. Et donc, comme l'a entamé M. Amen, cette rencontre est très importante afin de s'assurer que tout le monde puisse mieux comprendre et également cerner comment postuler aux opportunités. Et pour cela, partager avec vous quelques conseils ou bien quelques expériences que nous avons également dans le domaine. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui sont également connectés, qui ont eu également des expériences dans le domaine où ils ont postulé et obtenu gain de cause. Donc, je vais vérifier, si vous me le permettez, si M. Amen est toujours avec nous pour voir le problème qu'il a. Non, pas perdre du temps, puisque vous êtes déjà là, il va nous rejoindre en cours de route. Et je suis sûr qu'il y a des ambassadeurs également qui sont connectés, certains qui ont déjà eu des expériences dans le domaine. Ils peuvent également faire des ajouts dès que nous aurons terminé ce sur quoi nous allons discuter avec vous. Ok, nous allons voir comment candidater et réussir une opportunité. Quand nous parlons d'opportunité, c'est toute opportunité confondue, mais parfois il peut y avoir des spécificités selon les opportunités. Si on prend les bourses d'études, par exemple, la candidature pour les bourses d'études est assez spécifique et des fois, c'est très spécifique concernant chaque bourse d'études. Mais ici, nous allons aller de façon générale pour terminer au plus précis par rapport à vos questions qui vont mieux nous diriger. Et si nous sommes d'accord avec ça, nous allons commencer. Donc, la première chose à faire lorsque vous voulez postuler à une opportunité en ligne, c'est de lire attentivement l'offre ou bien les détails de l'opportunité. De lire attentivement en détail. De lire attentivement les informations concernant l'opportunité ou bien les opportunités. Parce que j'ai constaté que la plupart des gens ou bien des personnes qui nous contactent, ils ne prennent pas le temps de lire en détail les opportunités. Ils ne prennent pas le temps de cerner de quoi il s'agit, mais dès qu'ils voient le titre et la description, ils se jettent immédiatement par postuler ou bien cliquer sur le bouton de postuler ou bien de remplir le formulaire. Et il manque beaucoup de détails, beaucoup d'informations par rapport aux informations qui sont vitales pour mieux réussir leur candidature. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cadre-là, c'est de lire en détail. Ne ratez pas les informations. Comment on le dit, ne lisez pas en Z, comme on a l'habitude de le dire, ne lisez pas en Z les informations concernant les opportunités. Il faut le lire depuis le début jusqu'à la fin. Parfois, sur le site, nous ne mettons pas toutes les informations, mais nous mettons les informations essentielles qui vont vous permettre de comprendre l'opportunité ou bien la bourse ou bien le concours ou bien l'appel à projet. Et des fois, vous aurez besoin de plus d'informations en visitant le site de l'organisation qui offre l'opportunité ou bien qui offre la bourse ou bien l'appel à candidature. Donc, je rappelle qu'il faut lire en détail les informations par rapport à l'opportunité. Ce qui est vraiment important également, c'est de comprendre les objectifs, la mission et la vision derrière l'opportunité. Parfois, si je prends par exemple les opportunités concernant les appels à projets pour les organisations ou bien les associations, ils ont une vision, un objectif ou bien des objectifs à atteindre dès qu'ils lancent cet appel à projet. Si vous ne comprenez pas la vision ou bien vous n'êtes pas dans la même vision que l'organisation et que vous postulez et que vous êtes bloqué en cours de route, c'est que vous avez manqué de comprendre pourquoi cette opportunité
est lancé? Pourquoi l'appel à candidature est lancé pour recevoir les propositions par rapport à cette opportunité? Pourquoi cette bourse d'études est lancée? Essayez de comprendre les objectifs, la mission et la vision qu'ils veulent atteindre. Monsieur Amen n'est toujours pas connecté. Je suis là, je Ok, suis là. ok, d'accord, c'est bien ça. Donc, comme on l'a dit, j'ai déjà commencé. Le temps, je vais retourner. Je suis juste au deuxième slide. Donc, si tu as des ajouts à faire, tu peux le faire également. Comme ça, on évolue en synchro. Ok, merci beaucoup pour la petite interférence. C'est juste je devrais répondre à une petite obligation au bureau. Ok. Et il est vrai que je vais aussi nous demander d'abord, nous savons l'heure à laquelle la réunion a commencé, mais du point de vue administratif, il sera important de savoir et dans combien la réunion va prendre combien de temps. Comme ça va permettre de savoir si on peut recadrer le question. Sinon, nous devons savoir est-ce que la réunion va durer 1h30, 2 heures de temps. Et pour que je pense que dans 2 heures de temps, nous pouvons finir si au moins tous les honorables respectueux ambassadeurs sont d'accord avec moi. Oui, Oui. parlant de la première préoccupation, pour ce qui est de bourse d'études, il est vrai que je croisais beaucoup de gens qui se plaignaient disant que non, voilà, il y a des questions difficiles, que voilà, des préalables sont trop, la bourse a trop d'exigences, et voilà, on n'arrive pas à répondre à toutes les questions. Et moi, je me dis, jusqu'à quand la jeunesse africaine sera naïve? Jusqu'à quand la jeunesse africaine ne pourra pas comprendre que il faut fournir un certain minimum d'efforts, il faut faire des sacrifices pour arriver à certains objectifs. Par exemple, pour la bourse d'études, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont, par exemple, si je parle du cas ici en Hollande, j'ai croisé plus de 12 jeunes Africains qui sont dans des grandes universités, simplement pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé des opportunités en ligne. Alors, et devant une opportunité, ce qui nous manque, c'est quoi? C'est d'abord l'objectivité, la confiance de soi et l'esprit de dire que je peux maximiser, par exemple, 3-4 heures de temps de répondre. Et la troisième chose qu'il faut retenir, c'est quoi? Devant une bourse d'études, premièrement, il faut savoir, est-ce que cette bourse répond à mes attentes académiques? 2, est-ce que cette bourse, je suis capable de répondre aux différentes questions? 3, cette bourse, est-ce que ça va me demander assez de temps ou ça va me demander d'associer quelqu'un d'autre? Quatrième chose, quelles sont les différentes questions difficiles qui peuvent nécessiter, par exemple, l'expérience de quelqu'un qui a déjà reçu une bourse ou l'expérience de quelqu'un qui a une connaissance supérieure à moi. Alors, lorsque nous réunissons toutes ces questions, nous rendons facile les choses. Je vais vous donner un exemple comment je suis arrivé, par exemple, à obtenir la bourse de Harvard au niveau de l'Angleterre. C'était online. C'était online. Et j'ai compris que c'était une question qui demandait l'anglais. À l'époque, je n'étais pas trop fort en anglais. Mais j'ai associé quelqu'un qui a fini au niveau de Harvard pour qu'il me fasse les connaissances, les conditions, quels sont les secrets d'entrée et de sortie. Pourquoi? Parce que chaque institution a ses secrets. Et tant que tu n'as pas encore découvert quelles sont les questions les plus importantes auxquelles il faut d'abord se positionner, auxquelles il faut d'abord accorder une certaine attention, ça sera comme une peine perdue. Et donc, par rapport aux bourses d'études pour atterrir, il faut vraiment se rassurer que toi-même, tu te fais confiance. 2, tes documents académiques sont à jour. Tes documents académiques répondent aux exigences de l'institution à laquelle tu veux étudier. Troisième chose, est-ce que ta passion, ta vision académique correspond, est parallèle à ce que cette institution demande? Et quatrième chose, associe quelqu'un qui a plus d'expérience que toi. Mais l'orgueil académique que nous avons, l'orgueil africain, nous pousse des fois à dire « Ah non, je vais y arriver seul, je ne peux pas associer quelqu'un. » Et cela nous amène des fois à échouer.
Il n'y a que celui qui a déjà été au champ des batailles qui donne les secrets aux nouveaux militaires comment se battre devant un ennemi. C'est tout ce que je peux dire en peu de mots par rapport à ce qui est de la bourse d'études. Merci beaucoup, Maouli. Merci beaucoup, Armen. Je crois que nous allons continuer, pardon. Donc, Armen vient d'effleurer ce point. Il faut que vous soyez éligible. Toutes les opportunités ne sont pas disponibles pour tout le monde, comme l'a rappelé Armen. Il faut que vous soyez éligible par rapport aux opportunités. Si dans la lecture des conditions, vous ne voyez pas votre pays, ne postulez pas. Tout simplement parce que dans le dépouillement ou bien dans l'évaluation des candidatures, votre candidature serait complètement mise à l'écart ou bien serait ignorée. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils ne sont pas éligibles pour certaines opportunités. Des fois, ça me fait rire quand je regarde certains commentaires sur LinkedIn. La dernière fois, nous avons publié une formation où il n'était spécifié que 5 pays d'Afrique. Et il savait que cette opportunité est vraiment très intéressante, où les autres pays peuvent également participer, postuler. Et la personne s'énerve dans les commentaires. Pourquoi est-ce que c'est seulement ces 5 pays-là et pourquoi pas son pays? Donc, parfois, il faut comprendre ça. C'est ce que veut l'organisateur de cette opportunité-là. Donc, des fois, il faut très bien lire, pardon. Il faut également voir l'âge requis pour les opportunités. Si c'est de 18 à 35 ans, laissez couler. Ne participez pas. Laissez ça. Vous pouvez partager ça avec une autre personne qui est éligible par rapport à cette opportunité. Amen. Monsieur Amen, tu as des points à ajouter? Oui, oui. Et par rapport aux critères d'éligibilité, c'est trop important. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment tenir à cœur. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens courent vite dans la besogne sans pourtant savoir que veut l'institution, que veut l'organisation. Avant de prendre du temps de s'enfoncer profondément dans la boîte d'opportunités, il faut savoir le pays parce qu'on a toujours dit que on a toujours mis une référence. Le pays, par exemple, du Sud, le pays de l'Afrique centrale, le pays de l'Afrique de l'Ouest, le pays général. Lorsque tu te rends compte que tu réponds aux critères, la première préoccupation à venir, quoi faire maintenant pour que ma candidature, bien que répondant aux critères, puisse être la meilleure. Et là, il faut maintenant aller dans des questions prioritaires. Qu'est-ce qui va rendre ta candidature meilleure? C'est quoi? C'est l'objectivité, comme je l'ai dit. Il faut prendre des questions importantes et d'y répondre d'une façon directe, d'une façon synthétique et d'une façon objective. Ce n'est pas une longue littérature qui attire les sélectionneurs, mais le contenu, c'est ce que j'appelle le blanc de ton idée. Tu peux écrire tout un long test, mais ton idée est noire. Mais tu peux écrire un petit test, mais ton idée est blanc. Et c'est ce que le recruteur toujours cherche. Et cela amène à ce que ta candidature puisse être parmi les meilleures candidatures qui seront sélectionnées. Et donc, ne pas savoir les critères d'éligibilité, c'est déjà une façon de créer une barrière pour sa candidature dans X ou Y domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il faut rappeler qu'il y a parfois des opportunités qui sont réservées uniquement pour les femmes. Et ah oui. Si c'est uniquement pour les femmes, c'est que uniquement pour les femmes, quoi. Et partager ça avec une femme ou bien une jeune femme qui est dans le domaine et qui peut profiter pleinement de cela, il peut en témoigner plus tard que c'est grâce à vous qu'il a eu cette opportunité-là. J'ai beaucoup de témoignages par rapport à cela. Et nous allons continuer. Il faut également comprendre le processus de candidature. Il y a diverses façons de postuler à des opportunités et les organisations peuvent le faire selon leur bon désir. Par exemple, il y a des formulaires à télécharger. Parfois, vous devez télécharger des formulaires qu'ils ont conçus eux-mêmes, qui peuvent être en Word, et vous devez remplir et leur envoyer par email ou bien l'uploader ou bien le charger sur leur plateforme. Parfois, vous devez remplir un formulaire qui a été conçu par Google Forms. Et pour cela, vous devez le remplir en ligne et voir toutes les informations, les questions qui sont posées. Parfois, vous devez juste
faire votre candidature vous-même, rassembler les documents qui sont demandés et l'envoyer par un email qui est donné à cet effet. Parfois, vous avez la possibilité de créer un compte et tout cela est notifié dans les informations. C'est pour ça qu'on disait au début de ne pas rater les informations sur l'opportunité. Donc, parfois, vous devez créer un compte, retourner dans votre boîte email pour confirmer d'abord avant de continuer le processus pour postuler. Donc, toutes ces étapes-là sont très importantes et il faut parfois aller sur le site officiel de l'organisme afin de voir, de comprendre le processus. Parfois, ils ont également les questions courantes où vous devez parcourir ces questions courantes-là au cas où vous ne comprenez pas toutes les informations qui sont mises par exemple sur le site d'Afrique Carrière. Vous pouvez aller visiter le site officiel pour comprendre le processus de candidature. Amen. Oui, et par rapport au formulaire des candidatures, je vais revenir sur un élément extrêmement important. Alors, comme je l'ai dit précédemment, chaque maison a sa politique interne et chaque institution a sa façon de recruter. La plupart des fois, quand vous téléchargez le formulaire, il faut aussi lire certaines choses trop importantes. Il y a des fois où on vous dit de ne pas dépasser, par exemple, les 500 caractères ou 500 mots. Qu'est-ce que cela veut dire? Et beaucoup de gens échouent par rapport à ça. Lorsqu'on vous dit, par exemple, de ne pas dépasser 500 mots, il faut se rassurer que tu n'as pas dépassé les 500 mots avant de soumettre ta candidature. Lorsqu'on vous demande, par exemple, de ne pas dépasser par mot sans virgule ou mot avec virgule. Et là, tu dois te demander sur ces formulaires, qu'est-ce que l'institution demande? Est-ce que c'est le caractère ou c'est le mot? Et quand on vous dit de ne pas dépasser 200 mots, tu dois te limiter, par exemple, à 180, 150 ou 100. Quand on vous dit de ne pas dépasser 1000 caractères, n'allez pas au-delà. C'est déjà un signe qui va apporter, par exemple, le recruteur de ne pas te sélectionner. Et donc, ce sont des éléments aussi que je me suis rendu compte. Beaucoup de gens ne savent pas comment distinguer un caractère, 1000 caractères et 1000 mots. Et comment trouver le caractère? Il faut juste... et malheureusement, je n'ai pas l'ordinateur dans lequel je prévu la présentation. Alors, peut-être je vais expliquer comment trouver comment compter le mot et comment compter le caractère en cas, quand tu te retrouves en face d'un formulaire où on vous demande ces genres d'obligations. Merci beaucoup, Maouli. Merci beaucoup. Je crois que tu as déjà entamé ceci également. C'est très bien. Concernant le caractère, parfois, si les candidatures sont en ligne, il y a déjà... Alors, je ne sais pas, vous êtes là, Maouli? Oui, je suis là. Alors, s'il y a... Ok. Je ne sais pas, s'il y a une question par rapport au formulaire, je ne sais pas où si vous allez introduire cela, ça sera... Oui, on va continuer. Je disais que c'est bien que tu aies déjà entamé cette partie. Oui. Que tu as déjà fait par rapport au caractère. C'est ce qui est bien, c'est de bien voir. Parfois, il y a certains formulaires en ligne où c'est déjà spécifié en bas. Au fur et à mesure que vous remplissez, il y a les caractères ou bien le nombre de mots qui se décompte, le nombre de mots qui vous reste à remplir qui se décompte. Et dès que vous dépassez le nombre de mots ou bien de caractères, cela clignote et ça vous notifie en même temps que vous avez dépassé le nombre de caractères requis ou bien le nombre de mots requis pour la case. Et ce qui est important, vous n'êtes pas obligé de remplir si c'est 200 caractères. Si vous n'avez pas des choses à dire jusqu'à 200 caractères, vaut mieux vous arrêter aux informations que vous avez. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre les 200 caractères. Mais ce qui est bon également, ne vous arrêtez pas à moins que ça. Si vous arrêtez à moins que ça, les recruteurs ou bien le membre de jury vont voir que vous n'êtes pas vraiment concentré sur votre candidature et vous n'avez pas assez d'éléments pour leur étayer ce que vous êtes en train de dire ou bien à la question auquel vous souhaitez répondre. Parfois, si vous avez des difficultés à remplir les formulaires en ligne, vous pouvez copier les questions dans un document Word et maintenant répondre à ces questions-là dès que vous avez du temps.
Ça va vous faciliter le temps pour ne pas être connecté longtemps sur la plateforme et le remplir au fur et à mesure. J'espère que ça est Oui, clair. Oui, amen. oui, je pourrais ajouter quelque chose aussi par rapport au remplissage de formulaires. Nous devons aussi savoir qu'il y a deux façons de remplir un formulaire. Il y a, par exemple, des opportunités où il faut travailler sur leur plateforme en créant, par exemple, un nouveau compte, patati patata. Et là, à chaque fois quand vous travaillez, il faut se rassurer que vous enregistrez ou il faut se rassurer que les petites erreurs commises, vous les avez corrigées. Parce qu'il y a des gens qui envoient des formulaires alors qu'à la plateforme, on les a prévenus qu'il y avait une petite erreur. Alors, je voudrais aussi revenir sur un détail important par rapport au, au caractère et au nombre de mots. Par exemple, quand vous êtes devant un formulaire, là où on vous dit qu'il ne faut pas dépasser le mot, comment compter le mot devant un document Word? Donc, vous ouvrez le document Word, vous allez voir si la fenêtre, il y a trop de fenêtres, là où on écrit review, si c'est en anglais, ou révision. Quand vous cliquez sur révision, vous allez voir côté gauche de votre ordinateur, quelque part là où on met le nombre des mots et le nombre des caractères. Alors, et là, tu vas cliquer, tu vas sélectionner la phrase ou ta question ou la réponse. Quand tu sélectionnes ta phrase ou ta réponse, tu cliques directement là où on met le nombre des mots ou le nombre des caractères. Ça va te donner directement le nombre de mots que tu as pu faire. S'il faut réduire, tu dois réduire. S'il faut ajouter, il faut ajouter. C'est extrêmement important de tenir compte de ces petits éléments. Une autre chose aussi, devant un formulaire, après avoir répondu, cherche toujours une deuxième ou une troisième personne à qui tu vas envoyer la même question. Ou deux, trois questions de ces 10 questions et pose la question. Comment est-ce que, si tu te retrouves devant cette question, quelle peut être ta réponse? Ça peut être ton mentor, ton coach, ton collègue. La façon dont il va te répondre, tu vas essayer de synergiser son idée et ton idée pour avoir une idée excellente. Car la contribution aussi des autres compte et ça rajoute aussi des épices dans la cuisine que nous voulons faire. C'est ce que j'avais aussi ajouté par rapport à ça, cher Maouli. Merci beaucoup, c'est très intéressant. J'espère que vous nous suivez. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et nous allons y répondre après. Donc, la suivante, c'est la langue prise en charge par l'offre ou la candidature. Des fois, vous allez voir que la langue prise en charge n'est pas le français. Et comme Amen, je crois qu'Amen l'a déjà évoqué, il faut que vous preniez le temps d'apprendre un peu l'anglais, d'apprendre à parler au minimum et à lire et à comprendre l'anglais. Parce que si nous sommes dans le cadre des opportunités internationales ou bien mondiales, par exemple, l'anglais est très important. Parfois, les meilleures opportunités sont en anglais. Je dis bien, les meilleures opportunités sont en anglais. Il faut que vous maîtrisez cette langue-là parce que vous êtes en train de devenir un citoyen global. Vous n'êtes pas seulement centré dans votre pays. L'activité que vous faites, même si vous le réalisez dans votre pays, beaucoup de gens peuvent avoir l'information sur cette activité-là. Donc, il est très important de maîtriser l'anglais et je suis sûr que Amen a des choses très intéressantes à dire par rapport à cela. Il a également expérimenté des choses. Amen. Oui, mais merci beaucoup, Maouli, par rapport à ça. Oui, comme vous venez de le dire, c'est vrai, la langue, actuellement, c'est extrêmement important. Et je vais profiter au moins de faire un coup de marteau à la jeunesse de pays francophones. La jeunesse de pays francophones, nous avons une maladie qu'il faut chercher, moi je le dis, qu'il faudra chercher même une injection, un vaccin pour essayer d'éradiquer cette maladie. Pourquoi la jeunesse de l'Afrique francophone
pensent que l'anglais, c'est comme un tabou. Non. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir accès à une opportunité internationale si tu n'as pas même zéro anglais. Parce qu'il y a d'autres opportunités. Là, on te pose la question, ton niveau d'anglais parlé, est-ce que c'est combien? Moyen, excellent, débutant. Ton niveau d'anglais comprendre. Donc, il faut premièrement commencer à apprendre à parler, à communiquer en anglais. C'est extrêmement important. Et aujourd'hui, la plupart des pays qui sont en train de recevoir même des conférences internationales de jeunes, la plupart des fois, ce sont des pays anglophones. Et ce n'est pas dit que forcément la jeunesse anglophone seulement qui doit être, qui doit être devant ces opportunités. Et moi, je suis souvent très choqué quand je me trouve, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis. Tu parles avec des gens, vous allez vous rendre compte que la plupart des jeunes vont vous dire, non, je viens par exemple Du Ghana, non, du Ghana, je viens du Nigeria, du je Kenya. viens de l'Ouganda et du Kenya, de l'Afrique. Ce sont la plupart des jeunes que nous trouvons là-bas. Et moi qui viens du pays francophone, des fois, ils sont curieux de savoir comment est-ce que tu peux parler bien anglais. Je me dis, bon, ça, c'est déjà un problème. Et ça fait de sorte qu'on sous-estime le leadership de la jeunesse qui vient des pays francophones. C'est pourquoi même vous allez voir que du point de vue politique, les pays des colonies françaises, ce sont des pays qui ont plus de problèmes en Afrique. Et nous devons dire non à cela. Chers ambassadeurs, si nous voulons nous approprier le monde, si nous voulons être des bâtisseurs, si nous voulons être des architectes de l'Afrique, apprenons à être bilingue. C'est extrêmement important. Que vous le voulez ou pas, si vous voulez aller de loin, apprenez à lire, apprenez aussi à parler anglais. C'est pourquoi même à partir d'aujourd'hui, moi, je commencerai à envoyer des messages en anglais dans le groupe des ambassadeurs. Que ça vous énerve ou pas, je vais commencer à le faire. Et aussi, une autre chose, ça va vous aider. Ayez des applications, des traductions dans vos téléphones. Moi, je connais beaucoup de collègues qui viennent des États-Unis, qui ne parlent pas français, mais ils utilisent Google Translate. Vous comprenez? Et là, tu peux répondre. Faites de petites interrogations vous-même et cela, ça va vous aider à apprendre. Mais tu ne peux pas dire parce que tu es sénégalais, tu es burkinabé, en face d'une opportunité anglaise que tu vas laisser tomber. Alors, il y a un ambassadeur, je vais éteindre son nom, avec qui on était en train de chatter. Il va me dire, Armen, s'il te plaît, je trouvais qu'il y avait trop de questions en anglaise, je n'ai pas pu répondre. Je lui avais dit, tu es malade. Donc, tu ne sais pas ce que tu fais. Vous comprenez? Et donc, apprendre l'anglais à l'ère actuelle, c'est extrêmement important. Même des grands projets aujourd'hui, tu dois avoir la connaissance en anglais. Ce qui veut dire que la connaissance en anglais pour la jeunesse des pays francophones, nous devons faire de ça une priorité si vraiment nous voulons être des acteurs du changement, si nous voulons être la définition de l'extériorisation du tableau qui va changer notre continent africain. Merci beaucoup, Maouli. Merci beaucoup, Armen. Et je rappelle que l'anglais est très important. Moi-même, j'en ai fait la preuve. Parfois, quand je participe à ces événements où il y a beaucoup d'anglophones, parfois, ils me demandent comment tu as appris à parler l'anglais. Mais je dis, c'est juste sur le banc de l'école. Je n'ai pas un certificat en anglais. Et ils s'étonnent. Donc, eux, ils ont la paresse de parler le français. Donc, nous devons tout faire pour ne pas avoir la paresse de parler anglais. Il le faut. C'est très important. Merci. Et je vais profiter de donner quelque chose. C'est un constat. Je ne sais pas si au niveau des ambassadeurs, il y a des Camerounais. Bon, j'étais au Cameroun, je pense, il y a quelques mois. J'avais constaté que ce problème, le Cameroun, c'est un pays bilingue. Oui. Mais il y a la majorité de jeunes qui vivent dans la région francophone qui ont du mal de communiquer avec la jeunesse qui vit dans la région anglophone. Pourquoi? Parce qu'un Anglo ne peut pas parler français, un Français ne peut pas parler anglais alors qu'ils vivent dans un même pays. Je discutais avec certains jeunes, je les ai dit, tant que la jeunesse n'a pas encore arrivé à régler ces problèmes, il y aura toujours un conflit au profit des Européens. Et donc, il est de notre responsabilité de commencer à régler ce genre de problèmes linguistiques si nous voulons vraiment briser cette barrière qui se crée devant nous
comme opportunité. Merci beaucoup. Oui, nous poursuivons. Ceci est venu un peu trop tôt, mais bon, on va faire avec. L'important, c'est d'avoir, pour moi, c'est que ce n'est plus à dire, mais il faut le rappeler à chaque fois. Je travaille avec beaucoup de jeunes ici dans une organisation au Togo, dont je suis le président. Et la plupart, ils ratent des opportunités et ça m'énerve. Donc, je prends le temps parfois de leur crier dessus. Je dis, mais pourquoi tu es membre d'une organisation internationale et tu n'as pas de passeport? Tu veux participer à des activités d'envergure internationale et tu n'as pas de passeport. Mais comment c'est possible? Donc, je pense que c'est très important également de rappeler ça à nos amis, d'avoir votre passeport et que cela soit toujours à jour. Cela m'est arrivé où j'ai raté une opportunité en Angleterre. Il ne restait que 3 mois dans mon passeport et ça m'a beaucoup énervé. Et, et j'ai pris le temps de ne plus faire cette erreur-là. Le passeport, il doit toujours être à jour. Pour voyager à l'extérieur, il faut au minimum 6 mois dans le passeport. Il faut au minimum 6 mois que le passeport soit à jour, au moins 6 mois avant de voyager à l'extérieur. Et je pense que tout le monde doit faire ce sacrifice-là, d'avoir le passeport à jour et d'être prêt pour sauter sur n'importe quelle opportunité. Bon, moi, je veux parler de ça, c'est une question non négociable. Oui. Et par contre, ça, c'est ma Ouais. Oui. Il est encore parti. Explique, monsieur, j'ai une question. Il faut le mettre dans le chat pour le moment. Ah, d'accord, d'accord. Oui, Armen, tu es là avec nous? On ne t'entend pas. On dirait que c'est sa connexion, sinon il est encore là. Ouais. Je suis là. Je suis là si... mais c'est juste que l'ordi que j'utilisais, j'ai oublié les câbles alors ça vient de s'éteindre, alors je n'étais pas venu avec le chargeur au bureau. Alors, je disais que moi, je veux faire de cette question passeport comme une obligation. Et par contre, pour les ambassadeurs de l'année prochaine, je pense qu'Africa Rare, il faudra mettre cet accent, la condition d'éligibilité, c'est d'avoir ton passeport. Aujourd'hui, vous allez trouver un jeune avec un iPhone 14 Pro, 15 Pro, puis je pose la question souvent aux jeunes. Alors, si tu as un iPhone 14 Pro qui va de, disons, 600, 700, 1000 $, est-ce que tu manques un passeport de 250, 300 $? Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. N'envisagez pas postuler à une opportunité internationale, une bourse, si vous n'avez pas un passeport. La première des choses, rassurez-vous que vous avez un passeport. Même si vous n'avez pas une idée de voyager, ayez votre passeport avec vous dans la poche. Faites un sacrifice. Mais facilement, vous dépensez 200, 3 $ à vos petites chéries qui sont d'abord infidèles, à vos petites chéries avec qui vous ne serez pas un jour dans le foyer, mais quelque chose qui peut vous aider dans la vie. Jeunes frères, vous ne voulez pas le faire, non. Nous serons en train de tourbillonner autour d'une question. Et ça, pour moi, je suis trop sévère quand je parle à la jeunesse. Tu veux tomber sur une opportunité, rassure-toi que tes documents de voyage sont là. Vraiment, c'est une recommandation pour moi que j'apporte à la jeunesse africaine, aux ambassadeurs que nous sommes. Faire partie des Africa Rare, c'est comme quelqu'un qui t'amène dans la boulangerie où tu dois choisir la qualité du pain que tu veux. Merci beaucoup, Maoli. C'est tout ce que je peux dire. Moi, c'est une obligation que chacun ait son passeport. Et s'il faudra que nous contribuions, mon cher, écrit dans le groupe, j'ai déjà 100 $. Nous allons apporter 5 € pour que chacun ait son passeport. Nous allons faire la collecte de fonds pour que nous puissions nous rassurer que la jeunesse africaine, quand même, va de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amen. Et pour poursuivre et ne pas perdre de temps, parce je sais qu'il y a beaucoup de questions qui attendent, il faut également respecter les délais et les dates limites et également commencer très tôt votre candidature. Il y a beaucoup de gens qui voient les opportunités, mais ils se disent, bon, est-ce qu'ils n'ont pas la confiance en eux qui peuvent sortir du lot?
Donc, ils prennent du temps, ils sont en train de tergiverser jusqu'à quand il va arriver la date limite. C'est en ce moment qu'ils courent pour pouvoir postuler. Donc, respecter les dates limites et commencer très tôt. Oui, Armen, tu as des ajouts à faire? Oui. Non, par rapport au respect des dates limites, ça c'est vrai. Une candidature travaillée à temps, ça te donne l'occasion de réviser et de revoir les réponses. Il y a des gens qui veulent commencer à travailler à une opportunité 2 jours avant, ce qui amène beaucoup aussi à échouer. Prenez au moins une semaine, passez en revue vos questions. Rassure-toi qu'à ce niveau, je peux déjà envoyer. Plus tu as le temps, plus tu as la capacité de réfléchir mieux. Moins tu as le temps, moins tu as la capacité de donner aussi de bonnes réponses. Voilà. Et le suivant, c'est ne vous précipitez pas pour postuler dans les premiers jours. Et comme Armen vient de l'évoquer juste à la fin de son intervention, ne prenez pas le temps de postuler dans les premiers jours. C'est-à-dire, vous voyez l'opportunité et vous voyez qu'il y a assez de temps pour que vous postulez. Ne vous précipitez pas pour postuler dans les premiers jours ou bien les jours suivant l'opportunité. Prenez le temps de bien comprendre l'opportunité, de rassembler toutes les informations qui sont requises pour postuler et également de pouvoir chercher des gens ou bien d'autres personnes qui ont déjà postulé à cette opportunité pour voir quelles sont les orientations qu'ils peuvent vous donner pour pouvoir réussir votre candidature. Quelles sont les questions pièges ou bien les pièges à éviter au cours de la candidature pour éviter. Si je prends par exemple l'exemple de l'appel à candidature de fonds de Tony Elumelu, il y a beaucoup d'Africains qui ont réussi cette candidature, qui ont reçu ces $5,000 pour démarrer leur activité. Essayez de voir dans vos cercles d'amis ou bien dans vos cercles professionnels des gens qui ont déjà postulé à cette opportunité, qui ont réussi et qui peuvent vous donner des conseils, vous diriger sur comment réussir cette candidature-là. Donc, voici ce que je peux dire par rapport à cela. Amen. Non, vous avez tout dit. Vous avez tout dit à ça, ces points-là, c'est clair. Ok. Donc, ceci, je te laisse commenter si tu veux. Oui. Ce qui est vrai par rapport à ça, je vais dire que les grandes opportunités demandent aussi beaucoup de temps, demandent aussi de l'énergie. Et parce qu'il y a des formulaires là, vous pouvez faire plus de 3-4 heures de temps. Par exemple, la plupart des opportunités pour les États-Unis, l'Angleterre, des formations de leadership, vous allez voir qu'on vous donne, vous devez réfléchir surtout s'il y a des questions techniques. Rassurez-vous que vous êtes dans un endroit calme, loin des distractions et que votre tête est fraîche. Prenez même une tasse de thé avec vous. Prenez un peu de la musique douce. Priez aussi si vous êtes chrétien. Si vous êtes chrétien ou musulman, ça va vous aider à avoir un peu de temps et cette disponibilité concentrée devant les opportunités. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions là où on demande ton expertise. Alors, il y a des questions techniques et les questions techniques, tu dois aussi y répondre avec des réponses techniques. Et des réponses techniques doivent découler de ton expérience, ton skills, ton quotidien, ton travail. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement important, comme l'a dit le respectueux Maouli. Rassurez-vous que vous êtes libre, rassurez-vous que vous êtes disponible, rassurez-vous que votre mental est prêt à le faire. Et là, vous allez aimer vous-même ce que vous êtes en train de faire. Bon, je crois que nous avons un peu parlé déjà de cela, de prendre le temps de comprendre réellement les critères d'éligibilité et en les associant à vos skills, vos compétences et vos connaissances. Donc, bon, Amen, sauf si tu as des ajouts à faire par rapport à cela. Bon, je pense que je l'ai dit précédemment. Je l'ai dit précédemment. Il faut savoir qui vous êtes. Et je vais parler de ça. La plupart des gens ne sont pas capables de décrire quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs connaissances, quels sont leurs centres d'intérêt, quels sont leurs skills. Je pense que
toute personne normale, tout ambassadeur, tu dois d'abord te connaître. Moi, par exemple, moi, Tabaraka, moi, Peniel, quelles sont mes compétences? Quelles sont mes connaissances face à cette opportunité? Ce ne sont pas toutes tes compétences qui sont nécessaires à toutes les opportunités. Il faut associer parmi tes compétences celles qui se marient à cette opportunité. Et cela, ça va permettre qu'on te trouve trop serré. Il y a des gens, tu peux avoir 10 compétences, mais ces 10 compétences ne sont pas proportionnelles à l'opportunité en face de toi. Choisis 2 parmi tes 10 compétences, ceux qui répondent à l'obligation de l'institution ou de l'organisation. Ça sera quelque chose de trop important. Et donc, n'est pas connaître ses compétences, c'est aussi une façon aussi d'aller à côté de la marge de ce que veut le recruteur, de ce que veut l'institution, de ce que veut l'organisation. Merci beaucoup. Merci. Éviter le plagiat. Cela, c'est très important. Parfois, vous voyez un de vos collègues qui a déjà bien réussi une candidature et qui l'a sauvegardé. Donc, la même opportunité se présente et vous passe son document disant, bon, inspire-toi de ça et fais un peu pareil. Des fois, les recruteurs ou bien les organismes ou bien les membres du jury peuvent se rendre compte que vous avez copié sur quelqu'un et que vous avez reproduit la même candidature que l'autre personne. Donc, je pense que il faut éviter cela et produire les choses par vous-même. Dès que vous donnez les informations que vous avez par vous-même, cela montre l'authenticité, cela reflète votre personnalité, votre connaissance et également vos compétences dans la candidature. Oui, vous avez tout dit. D'accord. Faites-vous relire. Je crois qu'on l'a répété tout au long de cette rencontre. Faites-vous relire, faites des répétitions de compréhension, passez votre candidature ou bien donnez la possibilité à quelqu'un d'autre de relire ce que vous avez déjà fait, une ou bien 2 personnes, pour voir si vous avez réellement répondu aux questions, si vous avez réellement, s'il s'agit par exemple d'un appel à projet dans le cadre d'une association, vous avez sûrement beaucoup d'autres personnels dans l'entreprise. Ce que moi j'ai appris avec une organisation, c'est que dès qu'on postule à un appel à projet ou bien l'équipe projet remplit tout le formulaire, il le passe à 1 ou bien 2 ou 3 membres du personnel où chacun prend le temps de relire individuellement les candidatures pour vérifier s'il n'y a pas des coquilles, des informations manquantes dans la candidature et maintenant rapporter ces informations-là au chef projet pour qu'il puisse encore travailler sur la candidature, l'améliorer, le peaufiner avant de le soumettre à l'organisation. Amen. Non, je pense que je parlais de ça dans ma case de départ, qu'il faut associer une 2e ou une 3e personne à chaque fois que vous voulez soumettre une candidature. Je pense, je l'ai dit précédemment et merci aussi de revenir là-dessus. Ok, je te laisse aussi parce que tu l'avais évoqué entre-temps. Oui, et je vais profiter aussi de répondre à une question que je viens de voir. Okay. Alors, quelqu'un posait la question, si on se retrouve devant une opportunité là où il faut remplir en ligne, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans des situations pareilles, il faut toujours copier les questions et les coller dans un format Word quelque part et commencer à répondre en Word. Ou tu peux commencer à répondre et enregistrer. Mais si ce sont des questions qui t'obligent à répondre directement en ligne, non, tu n'es pas obligé de copier les mêmes questions, tu les réponds dans un format Word. Comme ça, quand tu auras fini à faire toutes ces étapes, tu peux envoyer ces documents à quelqu'un d'autre qui va t'aider à dire non, ici tu peux changer, ici tu peux répondre de cette façon, on peut recadrer. C'est ça que je veux dire. Aussi, n'ayez pas peur, comme il vient de le dire. Vous pouvez être devant une opportunité et je prends par exemple l'exemple de Obama Foundation.
Alors, la formation des leadership Obama Foundation, beaucoup de gens y jouent. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de questions. Trop de questions, encore des questions sensibles. Et les gens ont peur de dire que non, ici on demande trop de choses, je ne peux pas y arriver. Non. Essaye. C'est en essayant que quelqu'un peut arriver à te corriger. Tu n'as pas encore essayé. Comment est-ce que quelqu'un va apporter une contribution à quelque chose que toi-même, tu n'es pas capable de faire? Réponds même si tu n'es pas sûr de toi-même. Réponds même, donne même des mauvaises réponses. En donnant des mauvaises réponses, lorsque tu vas le partager à la personne qui va te lire la première fois, la deuxième fois, il va te corriger. Et en te corrigeant, tu auras une connaissance par rapport à la réponse que tu n'as pas pu répondre précédemment d'une bonne manière. Et donc, soyez sûr de vous-même, ayez confiance à vous-même et n'ayez pas peur des questions, qu'importe leur contenu, qu'importe leur exigence, car on dit toujours que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il faut également choisir stratégiquement votre personne de référence. Parfois, dans certaines candidatures, on vous demande ou bien il est exigé une lettre de motivation. Donc, lorsque c'est exigé d'ajouter une lettre de motivation, il faut que vous soyez précis. Il faut que la lettre de motivation soit également précise et adaptée à l'offre. Ne prenez pas n'importe quelle lettre de motivation et puis vous allez le joindre à votre candidature. Non, il faut que la lettre de motivation soit taillée sur mesure, sur la mesure de l'opportunité et que vous ayez droit au but lorsque vous voulez rédiger la lettre de motivation. Concernant une lettre de référence ou bien de recommandation, choisissez la meilleure personne. Choisissez une personne ou bien une référence qui vous connaît assez, qui connaît votre domaine d'activité, qui vous connaît vos compétences, qui connaît ce que vous faites comme activité et qui peut rédiger une lettre de référence qui peut susciter à ce que le jury vous choisisse peut-être à cause de cette lettre de référence, peut-être à cause des éléments qui sont contenus dans la lettre de référence ou bien dans la lettre de recommandation. Merci. C'est ce que moi je peux ajouter par rapport à cela. Oui, je vais profiter aussi de répondre à la question de Roséline Nekae qui a demandé comment écrire une lettre une bonne lettre de motivation. Alors, avant peut-être d'y arriver, je vais aussi faire je vais un peu parler de la personne de référence. Oui, c'est extrêmement important. La personne de référence, c'est comme un parent qui donne témoignage de ce que tu es. La personne de référence, c'est une personne qui parle positivement de ton travail, de toi. Quelqu'un qui peut te défendre, quelqu'un qui peut donner le point fort de ton travail. Quelqu'un qui peut dire, oui, je connais le travail de Demoiselle Rosalie, je connais le travail de Frankie, il fait ceci ou cela. Ça doit être quelqu'un qui te respecte et quelqu'un qui connaît tout ce que tu fais. Parlant de la lettre de motivation, c'est quoi la lettre de motivation? Dans un autre terme, c'est-à-dire la lettre de motivation, là, tu dois parler de la raison qui te pousse à postuler à cette candidature. Par exemple, s'il s'agit d'une candidature de formation, tu peux dire que non, ma motivation à postuler à cette bourse, c'est dans le but, par exemple, d'acquérir de nouvelles connaissances en cette matière vu mon objectif ABCD. Par exemple, si c'est une motivation par rapport à une conférence, peut-être tu peux dire que ma motivation à postuler à cette conférence, par exemple, je voudrais aussi, en tant que jeune, apporter ma contribution dans tel domaine comme acteur. Donc, la lettre de motivation, tu essaies juste de parler de cette raison profonde, de l'objectif qui te pousse à postuler. Et dans la lettre de motivation, c'est souvent une seule page. N'allez pas à des pages. La lettre de motivation, tu introduis ton travail, tu parles de ce que tu veux accomplir, enfin le remerciement. Et c'est dans la deuxième partie, là où tu dois parler de ce qui t'a poussé à postuler. Et c'est toi qui connais la raison. Et cette raison, tu dois l'expliquer dans un français simple
professionnel sans beaucoup de détails. C'est ce que je peux dire par rapport à la qualité de la lettre de motivation. Et aussi, le contenu de la lettre de motivation dépend du contenu de l'opportunité. C'est ce que je peux dire par rapport à la lettre de motivation, mais aussi la lettre de référence. Merci beaucoup. Merci, Amen. Nous allons continuer. Je crois qu'on va bientôt. L'autre chose, c'est qu'il faut mettre à jour votre CV dans un langage professionnel et aller droit au but. Le CV doit contenir les informations récentes ou bien, oui, c'est ça, les informations récentes sur vous, sur votre domaine d'activité, ce que vous faites actuellement, les expériences que vous avez déjà eues, vos domaines de compétences, et vous comprenez déjà ce que nous voulons dire par rapport à cela. L'important, c'est que vous mettez à jour votre CV de façon régulière pour pouvoir avoir les informations, les nouvelles informations concernant tout ce que vous faites dans le cadre professionnel, personnel ou bien dans n'importe quel cadre ou bien associatif. Oui. Je vais revenir sur le CV et j'ai une expérience que je vais partager avec vous. Alors, pas plus tard que le mois passé, j'étais en train de discuter avec certains jeunes dont j'ai recommandé pour une formation en Bruxelles. Ils vont partir, je pense, d'ici le lundi. Curieusement, j'étais en face de quelqu'un qui a un diplôme de master et quand il m'a envoyé le CV, je vais partager ce CV dans les groupes. Moi-même, je me suis mis à terre, j'ai dit, ça c'est un CV de quelqu'un qui a un master, mais c'est pas sérieux. Pour dire quoi? Le CV, c'est comme le miroir de ta personne. Et dans un CV, c'est pas tous les éléments dans le CV qui comptent. Il y a des fois, il y a des opportunités là, on demande que le CV soit d'une seule page, que le CV soit de 2 pages. Là, il faut choisir les expériences les plus importantes qui sont en parallèle avec l'opportunité demandée. Tu ne peux pas mettre, par exemple, sur une opportunité d'éducation, ton expérience en agriculture. Non. Il faut toujours aussi savoir mettre à jour les CV, c'est-à-dire à chaque fois que tu franchis une étape, à chaque fois que tu franchis une nouvelle fonction, une nouvelle responsabilité, commence par cela. Commence toujours par ça et il faut toujours voir que fait par exemple cette institution. Si c'est un CV de 2 pages, quels sont les éléments à mettre dans le CV? Et souvent, le CV professionnel, là, tu dois mettre, par exemple, le nom de l'institution, ta fonction, même des attributions que tu avais dans cette institution. C'est extrêmement important, extrêmement important. Et là, ça va te permettre d'être retenu et d'être pris comme sérieux. Je vais répondre aussi à une question, j'en profite. Il y a une collègue qui a répondu, qui a posé la question, la différence entre une lettre de motivation et une lettre de référence. La lettre de motivation, c'est une lettre dans laquelle tu parles de la raison pour laquelle tu veux postuler à cette candidature, ton but visé. Deuxième chose, la lettre de référence, c'est une lettre qui est écrite par la personne X ou Y, ça peut être ton partenaire, ton mentor, ton coach, dans laquelle il parle de ton travail, il parle de tes réalisations, il parle de ton point fort. La lettre de référence, c'est comme une lettre de témoignage. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, je suis en train de prendre 2, 3... Je crois que tu as répondu à la question. Et oui. On aura le temps de vous laisser poser les questions en audio. Le temps qu'on finisse ce qu'on a préparé pour vous, il n'en reste pas beaucoup. Donc, et puis, on va vous laisser le temps de poser des questions. Ok, d'accord. Monsieur Péniel, tout ce que nous sommes en train de dire s'adapte également aux bourses d'études. Il y a certaines bourses d'études qui sont spécifiques, mais en général, tout ce que nous disons ce soir ici, c'est adapté également
lorsque vous postulez à des bourses d'études, comme la lettre de recommandation ou de référence, le CV, la lettre de motivation. Et à cela s'ajoutent également d'autres dossiers que demandent les universités par rapport aux candidatures. Mais la plupart des choses que nous sommes en train de dire s'adaptent également aux bourses d'études. Donc, comme nous l'avons dit plus tôt, si l'opportunité est en anglais et que vous n'avez pas des notions avancées en anglais, traduisez les questions en français pour pouvoir mieux comprendre la question et maintenant répondez en français avant de traduire la réponse en anglais. Cela va vous permettre de mieux répondre aux candidatures en français pour ne pas faire des erreurs si vous voulez répondre directement en anglais. Donc, le jeu est très important. Traduisez les questions en français et après répondez aux questions en français. Et maintenant, vous allez encore traduire les réponses en anglais. Maintenant, postuler ou bien remplir le formulaire pour le formulaire ou bien la candidature en ligne. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Il y a Google Traduction que nous utilisons beaucoup. Il y a également Bing Traduction ou bien Bing Translate. Il y en a plusieurs que vous pouvez utiliser. Bon, je crois que nous avons fini maintenant. Nous allons maintenant vous laisser la parole de poser aux questions, mais nous allons prendre le temps, amen, de répondre à quelques questions qui sont déjà dans le chat. Le temps aussi, nous allons voir également le temps pour que vous ne perdez pas beaucoup de temps. Si vous avez une question, allez directement à la question. Ne continuez pas à la question. Mais si vous avez une contribution, allez directement également à la contribution. Il y a M. John qui demande, est-ce que c'est mieux d'utiliser une application pour rédiger le CV? Il y a beaucoup d'applications en ce sens actuellement. Vous pouvez utiliser l'application pour rédiger le CV, mais assurez-vous que le CV soit également adapté à l'offre ou bien à l'opportunité auquel vous postulez. Assurez-vous que le CV que vous allez rédiger avec l'application soit adapté à l'offre. Il ne faut pas que le CV soit à côté et que l'opportunité soit à côté pour éviter d'aller hors sujet lorsque vous utilisez les applications. Et Oui. aussi par rapport, je vais donner, je vais attirer l'attention par rapport à l'application liée au CV. Faites très très attention parce que il y a d'autres applications. Une fois que tu as rempli le CV, tu ne peux pas corriger. Par contre, rassurez-vous d'utiliser l'application ou le format qui peut te permettre de modifier les CV, de mettre le CV à jour. Vous comprenez? Parce que ce ne sont pas toutes les applications qui permettent, qui facilitent la modification je veux dire, oui, la modification du CV. Parce que autant le jour passe, autant nous acquérons de nouvelles expériences, autant nous devons les insérer dans le CV. Donc, choisis le format du CV qui peut te permettre de modifier anytime, à n'importe quelle circonstance, sans que ça te demande encore de répartir à zéro. Et c'est ce qu'on appelle la mise à jour du CV. La mise à jour du CV, c'est-à-dire que dès que tu as une nouvelle opportunité, dès que tu as une nouvelle responsabilité, tu commences par cette nouvelle responsabilité. Et quand tu l'ajoutes là, tu as mis ton CV en jour. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et des fois, s'il faut payer pour télécharger les CV que vous avez conçus avec l'application, le mieux, c'est utiliser Google. C'est mieux, c'est utiliser Word ou bien PowerPoint pour faire votre CV. Maintenant, nous sommes dans la session questions-réponses, comme je l'ai dit au début. Merci, Amen, pour toutes les compléments d'informations que tu donnes. Je crois que c'est très important et nos amis ont retenu assez de choses. Et dans la question-réponse, vous avez 15 secondes par question. 15 secondes par question. Et également pour les ajouts ou bien les compléments d'informations également, 15 secondes, s'il vous plaît. Je vais chronométrer cela. Merci. Je vais prendre les questions ou bien par rapport aux mains qui sont levées dans le document. Donc, si vous avez des questions, levez les mains en utilisant la fonctionnalité main levée de l'application Meet. Merci. Je vais prendre M. Adjaho Machiavel.
Une seconde. Alors, d'accord, merci beaucoup. J'ai suivi avec intérêt vos recommandations. Mais ma question, c'est celle-ci. En ce qui concerne les bourses, la ligne ne nous permet pas souvent d'insérer ou bien d'insérer nos documents pour comment remplir les formulaires que vous envoyez dans les groupes Messenger ou WhatsApp pour pouvoir postuler. On n'a pas la main. Et quand on vous écrit, vous ne répondez pas. Donc, ma question, c'est de savoir comment aller sur le lien pour pouvoir remplir les questionnaires en ce qui concerne les bourses d'études. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Adjao. Merci. Je crois que actuellement, le groupe que nous avons... Allô, est-ce que vous me recevez? Allô? Oui, on vous attend très bien. OK. Actuellement, le groupe que nous avons, c'est pour partager les informations. Il y a un groupe d'entraide qui est en train d'être mis en place et bientôt nous allons donner le lien de ce groupe-là et vous allez pouvoir rentrer dedans, poser des questions pour vous orienter. Et il y aura d'autres personnes également dans le groupe pour pouvoir vous orienter. Maintenant, pour postuler aux opportunités, l'important, c'est d'aller sur le site de la bourse. Des fois, il y a le lien que nous mettons en bas dans un bouton rouge. Vous devez cliquer là-dessus et la plupart du temps, il faut créer un compte et vous suivez tout le processus qui, d'habitude, s'explique sur le site de l'institution qui offre la bourse, qui offre la bourse d'études. Donc, je crois qu'on va mieux expliquer cela parce que chaque bourse d'études a sa spécificité. Des fois, vous n'allez pas créer de compte. Des fois, vous rassemblez les informations, les dossiers et vous les envoyez par mail. Et cette adresse email-là est toujours attachée dans l'information sur la bourse d'études que nous publions sur le site. Je ne sais pas si vous avez compris le processus. Parfois, il faut créer un compte et maintenant charger les informations, les dossiers, le CV, le diplôme et toutes les informations qui sont requises par la bourse là sur le site ou bien le formulaire de l'organisation. Des fois, vous envoyez les informations par un email dédié à la bourse d'études là. D'accord. Est-ce que c'est compris? J'ai compris. Merci beaucoup. C'est une doléance. Je voudrais que vous me laissiez votre contact dans Messagerie pour que désormais je peux vous contacter pour plus d'échanges. Tout ça, je vous laisse pour moi et vous me contactez par mail ou par WhatsApp. Je vous laisse le contact. Donc, je vais prendre maintenant la main de... Il y a monsieur... Monsieur John. Oh. John. Est-ce que Amen veut faire des ajouts? Oui. Par rapport à la bourse d'études, comme je l'ai dit, il y a, vous savez que chaque institution a sa politique de recrutement. Et par exemple, le bourse d'études pour l'Europe, ce ne sont pas, donc, n'ont pas la même politique que le bourse d'études pour l'Angleterre ou les États-Unis. Mais moi, je vais prendre la responsabilité. Je vais commencer à partager. Au moins, je fais partie d'une plateforme. C'est spécialement pour des bourses d'études, que ce soit en Europe, en Angleterre, aux États-Unis. Je vais m'astreindre aussi de partager ces opportunités à la plateforme. C'est spécialement pour le bourse d'études bachelor, masters, et si tu veux faire ta thèse, même à partir de cette année. Et donc là, il faut simplement cliquer dans les liens. Et quand on envoie une opportunité, il y a toujours les liens. Quand tu cliques dans le lien, on t'apporte une page là où il y a les critères d'éligibilité, le pays concerné, le genre d'étudiant qu'on cherche. À la fin, on a toujours, et il y a toujours une fenêtre rouge là où on écrit apply ou postuler. Lorsque tu cliques dans cette fenêtre rouge, il y aura une autre page qui va venir maintenant, et cette page, ça concerne directement et scrupuleusement
les éléments que tu dois faire. Donc, tu ne peux pas y arriver sans précédemment cliquer dans le premier lien qui est toujours en rouge. Et quand tu cliques dans le premier, il faut toujours aller en bas, là, on écrit Apply ou Postuler. Et quand tu cliques là-bas, on va te donner une fenêtre. Tu peux copier les liens, le placer quelque part et tu peux commencer maintenant de répondre à partir de là. Des fois, ça peut te demander de créer un compte directement. Des fois, ça peut te demander que tu télécharges le formulaire. Des fois, ça peut te demander que tu réponds directement. Ça dépend maintenant d'une institution à une autre. Mais dès que depuis le début, tu n'as pas su par où commencer, tu ne sauras pas aussi par où finir. Et donc, à chaque fois que vous aurez ce genre de difficultés, vous pouvez écrire dans le groupe, je pense, on peut avoir quand même 1 ou 2 minutes pour essayer d'orienter et d'expliquer, parce que c'est tout ce que nous pouvons faire en tant que jeunes Africains, nous aider à aller de l'enfant. Parce que quand un jeune Africain monte, c'est toute la jeunesse, c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui est à l'honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais prendre Victoire Holomou. Victoire? Allô? Oui, allô. Oui. Merci, monsieur, pour tous ces renseignements utiles. En fait, ma question, des fois, il y a des opportunités qui viennent et ils demandent de donner des liens, d'ajouter des liens sur nos réseaux sociaux. Okay. Mais et si nous ne sommes pas très actifs sur les réseaux, comment nous pouvons procéder? Très bonne question. Oui, Ahmed, vas-y, je vais compléter après. Oui, ça, c'est une très bonne question. Et je voulais revenir là-dessus. Ça, c'est sûr. Beaucoup d'opportunités actuellement, par exemple, les opportunités de formation, les opportunités des conférences. On a toujours demandé que quelque part, soit les liens LinkedIn, les liens page Facebook. La raison de demander cela, c'est quoi? Parce qu'ils savent qu'en consultant ta page Facebook, en consultant ta page LinkedIn, ils sauront tu es quel genre de personne, quel genre de publication que tu mets sur ta page, quel genre d'activité que tu mets sur ta page, mais aussi ils veulent savoir si tu es connecté au monde extérieur. Aussi, une façon de donner ma recommandation aux jeunes, aux collègues ambassadeurs, que chacun ouvre son compte LinkedIn. Actuellement, LinkedIn, c'est la plateforme respectueusement professionnelle que Facebook. Toutes les grandes opportunités au monde, vous allez voir, on vous demande soit LinkedIn, soit Facebook, soit Instagram. Mais je demanderais vraiment à tous les ambassadeurs de créer déjà des comptes LinkedIn. C'est trop important parce que là où tu parles de tes intérêts, il y a là où tu parles de ta carrière professionnelle, de tes diplômes, de ton parcours. Donc, s'ils arrivent à demander ça et que tu n'as pas un lien à soumettre déjà, tu es dans le critère de ne pas être sélectionné. C'est pourquoi c'est trop important de savoir que veulent les sélectionneurs et est-ce que je suis en position de donner la réponse que veulent les sélectionneurs. C'est extrêmement important. Merci Victoire pour ta question. Elle est vraiment importante. Oui. Merci à vous. Je pense que c'est une question et beaucoup d'opportunités utilisent cette méthode-là pour filtrer un peu leur candidature. Parce que si vous dites que vous êtes une personne qui est engagée dans le domaine de changement climatique dans une organisation, c'est normal que vous publiez des choses qui concernent le changement climatique. Même si ce n'est pas vous-même qui rédigez des choses, vous pouvez de temps en temps prendre le contenu d'autres personnes et publier sur votre page et après donner le crédit à l'auteur du contenu. Donc, c'est très important aujourd'hui si vous voulez capter ou bien attirer les bonnes opportunités vers vous, d'être un peu plus actif. On ne vous dit pas d'être fréquemment, publier des choses fréquemment, mais une fois par semaine, vous pouvez publier des choses sur vous, peut-être raconter un peu ce que vous faites dans votre domaine d'activité pour maintenant attirer d'autres opportunités. Parfois, il vous suffit juste que des gens vous lisent et disent que vous êtes vraiment, votre domaine d'activité les intéresse et vous contactez en e-boss pour voir s'ils peuvent collaborer ensemble avec vous. Donc, Madame Victoire, vous pouvez maintenant vous mettre
à la tâche de publier un peu de temps en temps, ne serait-ce que sur LinkedIn ou bien sur Facebook, sur votre activité et maintenant copier le lien. Des fois, si vous n'avez pas le lien personnel, si votre page d'entreprise ou bien d'organisation a publié par rapport à cette activité et vous êtes sûr que vous avez participé à l'activité et que vous apparaissez un peu sur l'une des photos, vous pouvez copier ça aussi et publier sur et mettre dans la candidature pour faire preuve d'activité que vous avez fait. Donc voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci, monsieur. Je vous en prie. Je prends monsieur Peniel. Oui. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah bon, je vous remercie pour l'initiative prise. Bon, c'est une bonne initiative. Bon, ma question est la suivante. Bon, moi, je suis un étudiant en informatique au Bénin. J'aimerais, dans le cadre, après avoir écrit ma lettre de motivation, si je veux recommander une personne qui pourra vérifier les informations, dans mon cas, qui pourrais-je recommander par exemple? Voilà juste ma question. Ok, tu es un étudiant en informatique. Oui, oui. Donc, tu pourrais t'adresser à tes professeurs, les gens qui t'ont formé, l'école dans laquelle ou bien l'institution dans laquelle tu as suivi la formation en informatique. Un de tes professeurs que tu aimes bien, tu peux discuter avec lui pour voir s'il peut te recommander. Et maintenant, c'est à toi de lui expliquer pourquoi est-ce que tu cherches une lettre de recommandation, dans quel cadre tu voudrais la lettre de recommandation. Et maintenant, il peut maintenant te rédiger la lettre de recommandation. Ou bien, si toi-même, tu peux rédiger la lettre de recommandation, les contenus de la lettre de recommandation, maintenant, et le soumettre au professeur pour qu'il lise et maintenant voir si tout est en place et le signer pour toi, c'est déjà bon. Soit tu trouves quelqu'un qui exerce déjà dans le domaine de l'informatique, qui est proche de toi, dans ton environnement, et maintenant discuter avec lui, lui expliquer le problème, lui poser le cas. Et s'il accepte, tu lui envoies le document, il lit et il signe. S'il n'accepte pas, bon, tu vas trouver d'autres personnes. L'important, c'est de trouver une personne qui est dans le même domaine d'activité que toi. Bon, je vais ajouter un truc par rapport à sa question. La personne de référence, ça ne doit pas forcément être la personne qui travaille dans le même domaine que toi. La personne de référence, c'est cette personne qui peut être dans un autre domaine différent que toi, mais qui connaît ce que tu fais, qui peut témoigner de ton travail. Vous comprenez? Par exemple, tu peux être dans le domaine d'éducation, mais il y a un architecte, par exemple, dans le domaine des constructions, qui peut faire une lettre de recommandation qui dit que non, moi, en tant que tel, je recommande X parce que en tant que partenaire, en tant que mentor, en tant que coach, c'est comme ça que ça se passe. Et souvent, on a ce problème en Afrique. Il y a des gens auprès de qui vous demandez de lettres de recommandation, bien qu'ayant ce pouvoir de le faire, mais ils refusent de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que vous ayez de l'avant. Et donc, pour cela, moi, je vais donner une promesse à tous les ambassadeurs. Tout celui qui sera en face d'un problème par rapport à la lettre de recommandation, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vais écrire sans protester, demander quoi que ce soit, mais à une condition que vous soyez sérieux dans votre travail. Parce que la lettre de recommandation, c'est comme si je porte l'image de l'institution à ce que tu fais. Oui. Et donc, il est grand temps que nous puissions nous entraider à aller de l'avant. Vraiment, si c'est pour toute forme de lettres de recommandation, parce que nous l'avons toujours fait, n'hésitez pas vraiment à écrire dans le groupe. Et personnellement, je peux le faire et comme ma contribution, c'est de faire avancer d'autres personnes parce que nous l'avons toujours fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, M. Amen. Monsieur Daouda. Monsieur Daouda, vous êtes là? Monsieur Daouda, sinon, Monsieur Patrice Toé. Non, oui, je suis là. Ah, ok. Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre question, 15 secondes. Donc, moi, c'est Malik Daouda de nationalité nigérienne. Oui. Donc, je voudrais poser une question. Dans ce groupe, si je peux le dire, il n'y a pas beaucoup de bourses de formation en ligne là.
par exemple, master, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'opportunités, mais côté formation en ligne, là, c'est ce que je voudrais un peu poser des questions là. C'est-à-dire les bourses de formation en ligne? Justement, par exemple, master, doctorat, ainsi de suite. Je peux répondre à ça? Oui. Bon, oui. Comme je l'ai dit tantôt, je l'ai dit précédemment, et voilà. toute personne qui veut, par exemple, avoir une opportunité, bourse d'études, master, doctorat, licence, alors, je vais commencer déjà à partager ces genres d'opportunités, que ce soit en ligne ou en présentiel, parce qu'au moins, je fais partie d'une plateforme internationale donc c'est spécialisé pour le bourse au niveau international, que ce soit master, que ce soit thèse, que ce soit bachelor ou la licence, nous aurons à partager ça. Alors, à toi de choisir si tu vas le faire en ligne ou en présentiel. Quand même, nous pouvons apporter cette contribution aussi pour d'autres jeunes. Merci beaucoup. Voilà, merci de cette opportunité, vraiment. Je vais prendre John. Oui, vous me suivez? Oui. Voilà, merci. Ma question concerne des opportunités où il faut soumettre des projets. Ok. Oui. Alors, je voudrais savoir, est-ce que si vous consultez l'opportunité et que vous trouvez que les projets est en cadre avec votre domaine, ou bien c'est un projet sur lequel vous estimez que vous pouvez y travailler, mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas encore élaboré le projet, est-ce que vous pouvez commencer à travailler ou à réfléchir sur ce projet au moment où vous voyez la candidature, ou bien l'idéal est de postuler avec un projet que vous possédez déjà? Est-ce qu'on peut aussi réfléchir déjà sur le projet au moment où on voit la candidature et le déposer dans les délais? Voilà, c'est ça ma question. S'il vous plaît, si vous n'avez pas la parole, bloquez le micro. Vous m'avez suivi, j'espère. Bloquez le micro. Je vais répondre à cette question. Oui, il faut répondre le temps que Oui. Donc là, il est en train de parler en cas des appels à projet. Oui. Bon, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'un projet? Le projet, ce n'est pas quelque chose que tu dois avoir avant. Le projet, c'est dans la tête. Vous comprenez? Le projet, ce n'est pas ce que tu avais déjà préparé sur papier il y a 2 ans, il y a 3 ans. Devant un appel de projet, il faut se dire, non, devant cet appel à projet, est-ce que je suis capable de concevoir un projet et répondre à cette obligation? Vous comprenez? Et beaucoup de gens échouent. Et beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent toujours qu'un projet, c'est quelque chose qui a été préparé il y a 1 année, il y a 2 ans, il y a 6 mois. Non. Le projet, c'est-à-dire, c'est la conception d'une idée qui peut apporter un changement dans une communauté. C'est ça le projet dans un français facile. Et donc, devant un appel à projet, il faut savoir que veut le bailleur ou le partenaire au travers de ce projet. Et là, tu commences déjà à concevoir. Maintenant, et quand il s'agit de projets, tu vas arriver à un niveau où ils vont te demander, par exemple, de faire le budget. Là, tu peux associer quelqu'un qui maîtrise, par exemple, le finance. Tu associes cette personne parce que des fois, et pour des appels à projets, il y a toujours des formulaires, il y a toujours des questions auxquelles il faut répondre. C'est pourquoi ne comptez pas souvent au projet que tu avais déjà fait. En répondant aux questions dans le formulaire, tu réponds directement, tu donnes déjà l'idée de ton projet. C'est comme ça que ça fonctionne par rapport aux appels à projet. Tu peux donner ce que tu avais, mais le plus important, c'est de répondre aux questions qui sont posées à la plateforme ou en ligne. C'est un peu ça, mon très cher frère.
Oui, c'est moi maintenant. Oui, c'est vous maintenant, Monsieur Patrick. Ok, merci pour l'opportunité, merci pour ces échanges fortement qualitatifs qui vont nous permettre certainement de nous améliorer. Moi, en fait, j'ai une préoccupation, c'est personnel. Comme je l'ai dit, je suis dans les associations de développement, plus de 11 ans d'expérience dans le milieu. Mais j'ai une difficulté personnelle, en fait, après avoir fait mon bilan, c'est que je n'arrive pas à réussir les opportunités en termes d'emploi. Je ne sais pas, est-ce que je fais mal mon CV? Est-ce que je fais mal ma lettre de motivation? Parce que cela fait déjà plus d'une année, je candidate à des appels à candidature, mais mes retours sont toujours négatifs. Et j'avoue que vraiment, c'est pas facile pour moi. Ça m'amène à me poser véritablement des questions. Voilà, je ne sais pas si je peux avoir un coaching personnalisé à votre niveau pour me permettre en fait de relever ce défi-là pour réussir enfin à faire des candidatures. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, en tant que participant, si je peux répondre à la préoccupation de la question qui a été posée antérieurement, notamment celle relative au projet, aux appels à projet. Est-ce qu'il faut avoir il faut utiliser l'ancien projet ou il faut élaborer un nouveau projet? De mon expérience, c'est que, en fait, les projets, comme vous l'avez dit, visent donc à résoudre des problèmes sociaux, économiques et de développement. Et ces problèmes sont dynamiques. Donc, la plupart du temps, en fait, lorsque le projet il est conçu, il est déposé, quand on l'utilise, en fait, ça vient trouver qu'effectivement, la mise à jour des données du partenaire, là, votre ancien projet est dépassé. Donc, comme l'autre l'a dit, c'est des idées qu'il faut améliorer, il faut faire une mise à jour pour tenir compte, en fait, des dynamiques. Voilà un peu ce que je peux apporter de par mon expérience aussi. Merci. Merci beaucoup. Oui, Ahmed. Je vais répondre à la question. Merci pour cet ajout. Oui, sa question, elle est pertinente, mais nous avons quand même une réponse. J'ai toujours dit que un bon joueur doit rater ce qu'on appelle penalty. Pourquoi? C'est en ratant ce penalty que le joueur apprend quelque chose. Et je veux vraiment attirer l'attention à beaucoup de collègues. Postuler n'est pas toujours synonyme d'être recruté. Ne pas être recruté n'est pas synonyme que vous êtes faible ou que vous avez la malchance ou que vous n'êtes pas fort. Bon, nous devons toujours savoir que tout celui qui a réussi, il a atteint un niveau où peut-être il fallait qu'il échoue. Vous pouvez postuler, vous pouvez essayer la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, et que vous n'êtes pas recruté. Nous devons se comprendre peut-être que ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas un problème de CV. Il faut peut-être se poser la question, est-ce que la façon dont j'ai répondu, est-ce que ça atteint l'attention du recruteur? Ou carrément, il faut aussi se poser la question, dans le contexte africain, aujourd'hui, nous faisons face à des problèmes là où, si on n'a pas quelqu'un à l'intérieur de l'institution, ou si on n'a pas été recommandé, surtout quand il s'agit des appels d'offres, c'est souvent un problème. Mais à ce stade, il faut toujours continuer, parce que quand vous lisez le leadership, c'est quand des leçons de leadership de Hill, il dit que un leader, l'efficacité du leader dépend du nombre de fois qu'il a essayé et qu'il n'a pas réussi dans une affaire. Autant vous essayez et vous n'êtes pas recruté, autant vous recevez, autant vous êtes en train d'acquérir une nouvelle expérience. Mais cela ne peut pas vraiment être la raison d'affirmer que vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas fort. C'est juste que le moment n'est pas encore opportun de tomber sur ce qui vous concerne. Et comme les Français disent toujours, ce qui à nous ne nous quitte pas. Et la Bible est de dire que chaque chose a son temps. Et quand le moment de Dieu arrive, c'est-à-dire c'est tic au tac. C'est tout ce que je peux dire. Je suis chrétien, je peux pas quand même finir sans pour autant donner cette recommandation. Dans chaque chose, il est toujours important de savoir quelle est la volonté de Dieu dans ce que je veux faire. Oui, je veux postuler à cette opportunité. Est-ce que Dieu me veut dans cette opportunité?
Et si Dieu ne veut pas vraiment que tu y ailles, il va te stopper jusqu'à ce qu'il te trouve quelque chose qui sera important et qui sera pour ta protection. Certaines choses nous arrivent, peut-être que Dieu nous protège contre des mauvaises choses, mais du point de vue professionnel, ne pas être retenu n'est pas synonyme d'une mauvaise chance, n'est pas synonyme d'une conséquence négative, surtout que vous avez une certaine expérience. Mais aussi, il faut savoir, est-ce que mon CV a tellement d'expérience qu'ils ont peur de me recruter, vous comprenez? Parce qu'il y a des CV, quand vous envoyez quelque part, on vous dit que non, ces messieurs, si on les recrute, si je recrute ces messieurs, ils risquent de prendre ma position, vous comprenez? Et donc, c'est important toujours de réunir ces questions. Mais pour ma part, il ne faut pas vraiment stopper. Il faut toujours continuer à postuler, jusqu'à ce que le moment viendra et vous aurez. C'est comme la fille que vous aimez une fois. Est-ce que lorsque la fille vraiment que tu dragues et que tu veux épouser, tu as tout, te dit non une fois, est-ce que c'est la raison pour laquelle elle ne peut pas t'accepter demain? Il faut toujours changer les stratégies, le vocabulaire. Demain, il va parvenir à dire quand même, ce monsieur paraît serré, il peut être un bon mari pour moi. C'est ça que je peux dire, je peux apporter comme conseil, cher grand frère, par rapport à votre question. Merci beaucoup, Amen. Je crois que tu as dit absolument tout, hein. La seule chose que moi je peux ajouter, c'est que si vous avez la possibilité d'ajouter plus de compétences, de nouvelles compétences dans votre domaine, par exemple, il y a des cours en ligne gratuits, par exemple, que vous pouvez trouver, ou bien des conférences auxquelles vous pouvez participer dans votre domaine pour étoffer vos compétences que vous avez déjà eues. Ça peut également susciter l'intérêt des recruteurs pour dire, bon, cette personne, ce candidat est toujours à jour, il cherche toujours à avancer dans son domaine, à avoir de nouvelles compétences ajoutées au bagage qu'il a. Merci. Je crois que je n'ai plus de questions, hein. Sauf si monsieur John veut encore poser des questions. On veut de nouvelles têtes qui n'ont pas, il y a une cinquantaine de personnes qui sont connectées. Avez-vous d'autres questions? On a encore 5 minutes avec vous avant de terminer cette discussion. Oui, monsieur John. Bon, si John veut parler, je laisse la parole, le temps. Oui, je voulais signaler une chose. Ce soir même, je venais d'achever une formation que j'ai trouvée sur notre site web, Afrique Carrière. C'est une formation fournie par l'UNICEF et qui est portée sur l'élimination des violences et abus faits aux enfants. C'était une formation intéressante et ça cadre avec mon domaine parce que je fais la psychologie clinique, j'œuvre dans le domaine de la santé mentale. J'ai trouvé ça intéressant. Il y a des formations sur le site web pour ceux qui sont intéressés en tout cas. D'accord. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, cher respectueux John, pour ta contribution. S'il n'y a plus de nouvelles questions, bon, on va faire un petit récap, ou bien disons, oui, un petit récap des conseils des divers. À la fin, j'ai une information pour tout le monde. Bon. Il y a Salem qui vient de lever Salem? De la main, oui. Salem, oui. Salem, oui. Salem, oui, allez-y. Je tiens à vous remercier et dire un grand merci à le frère Ahmed pour ce qu'il vient de dire, pour dire que ce qui est à nous ne nous quitte pas. Je suis très content pour ça et je voulais savoir aussi quel est le plus important entre la compétence et la connaissance. Vous posez la question de savoir qu'est-ce qui est important entre la connaissance et la compétence. Je crois. D'accord. Premièrement, bon, moi, par ma façon de voir les choses, ce n'est pas ni la compétence, ce n'est pas ni la connaissance qui amène un recruteur à te sélectionner. Pour moi, j'appelle
le valeur excellente. Au-delà de ta connaissance, au-delà de tes compétences, quelle est la valeur excellente que tu disposes? Quelles sont les valeurs que tu incarnes, qui sont plus que ce que tu as appris à l'école, qui sont plus que ce que tu apprends quotidiennement. Et cela donne la particularité à ce que tu fais, parce que présentement, ce ne sont plus les diplômes qui comptent, non. Ce ne sont plus les compétences qui comptent. Mais ce qui compte, on cherche toujours à voir dans ce que cette personne a écrit, dans ce que cette personne a dit, quelle est la valeur ajoutée qu'elle peut amener à ce que nous faisons. Parce que nous avons des gens qui ont le même diplôme, nous avons des gens qui ont les mêmes compétences. Mais qu'est-ce qui nous distingue lorsque nous avons le même diplôme et le même connaissance? C'est cette valeur et que moi j'appelle la valeur extérieure et la valeur excellente que nous devons extérioriser pour nous distinguer des autres. Nous pouvons finir dans la même université, nous pouvons avoir le même niveau de diplôme, mais nous n'avons pas les mêmes valeurs excellentes. Et donc, il faut travailler sur ces valeurs excellentes qui n'ont rien à faire avec la connaissance et qui n'ont rien à faire avec la compétence. C'est aussi une matière peut-être qu'on aura le temps d'expliquer, surtout pour le jeune qui vient fraîchement de l'université et le jeune professionnel. C'est extrêmement important. Merci, Amen. Je crois que le temps est en train de nous rattraper. On va finir pour laisser nos amis également continuer leurs activités. Donc, absolument. Je disais que quelques conseils ou bien quelques récaps de tout ce que nous avons dit aujourd'hui. L'essentiel, c'est que vous devez rassembler les documents demandés au préalable. S'il s'agit d'une bourse d'études, par exemple, rassemblez tous les documents demandés avant de commencer par postuler pour l'opportunité ou bien la bourse d'études. Il faut que vous ayez également des expériences avérées et justifiables dans le domaine auquel vous voulez postuler, soit des formations, des activités que vous avez participé, des conférences auxquelles vous avez participé ou bien des cours. Tout ce que vous devez avoir, c'est d'avoir des expériences avérées qui peuvent être quantifiables en fait pour vous. Et de bien répondre aux questions pour convaincre le jury. Lorsque vous saisissez les informations, vous remplissez le formulaire, il faut que vous arrivez à convaincre le jury ou bien le recruteur par rapport aux éléments de réponse. Et adaptez également votre CV et votre lettre de motivation ou bien n'importe quel document que vous aurez à rédiger dans le cadre de l'offre ou bien de l'opportunité à l'opportunité ou bien à l'offre. Mettez en valeur également vos compétences linguistiques, interculturelles, professionnelles. Montrez que vous êtes motivé et que vous apporterez de la valeur pour le programme une fois que vous serez sélectionné. Ça, c'est très important. Parfois, on vous demande, que ferez-vous de l'expérience que vous aurez acquis au cours de ce programme? Donc, soyez proactif et essayez de répondre à cette question pour donner aux recruteurs que vous allez faire le feedback dans vos communautés ou bien aux membres de votre organisation ou bien qui que ce soit. Soyez également positif et impactant. Il y a des gens qui postulent mais ne sont pas assez positifs à l'intérieur d'eux-mêmes. Engagez-vous également auprès des associations ou bien des organisations qui militent dans le même domaine que vous ou bien qui font des trucs ou bien des activités extraordinaires qui peuvent vous intéresser. Participez également à des événements ou à des activités organisées par d'autres personnes qui sont en rapport avec votre domaine d'activité. Vous aurez ainsi assez d'éléments pour étoffer vos candidatures et répondre aisément aux questions lorsque vous remplissez les opportunités. Ajoutez des chiffres et des faits avérés dans les candidatures. Si vous avez des articles, des liens, des vidéos ou bien des photos, publiez également sur vos comptes sociaux les activités auxquelles vous participez. Faites-vous également accompagner par des personnes qui sont déjà passées par là ou bien qui ont déjà postulé à des opportunités pareilles pour apprendre d'eux. Faites relire vos réponses, soyez bref et direct lorsque vous postulez aux opportunités. Allez à l'essentiel pour éviter de vous répéter également ou bien pour éviter d'aller hors sujet. Et s'agissant de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour répondre aux candidatures,
Vous pouvez le faire pour comprendre les questions. Bon, selon mon point de vue, hein, Armen peut en dire autrement. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour répondre aux questions, pour comprendre les questions. Mais évitez de l'utiliser de façon systématique pour répondre à toutes les questions ou bien les questionnaires des candidatures. Sinon, vous risquez de vous faire repérer par les recruteurs parce que eux aussi utilisent des outils d'intelligence artificielle pour repérer les candidatures qui ont utilisé l'intelligence artificielle pour générer toutes les réponses. Parce que ça ne reflètera pas votre personnalité. Ça ne va pas refléter vos expériences ou bien vos compétences que vous avez déjà eues dans le domaine qui va vous permettre de vous en sortir ou bien de sortir gagnant lorsqu'ils vont évaluer votre candidature. Donc voilà tout ce que j'aurais à dire par rapport à un petit récap de tout ce que nous avons dit pour les gens qui viennent de nous rejoindre. Et je ne sais pas si Amel a sûrement des choses à dire par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Oui, merci beaucoup de m'avoir encore accordé la parole. Vraiment, du plus profond du cœur, je remercie d'abord tout le monde qui a pu se disponibiliser pour ce webinaire qui était vraiment un moment trop important. Les derniers conseils que je vais aussi donner, c'est nous devons vraiment être humbles, nous devons apprendre à nous rabaisser. Si nous voulons aller trop loin, nous devons apprendre à reconnaître les erreurs et à demander pardon. Si nous voulons aller trop loin, nous devons aussi apprendre à partager de nos faiblesses auprès des autres afin qu'ils nous aident aussi à aller de l'avant. Mais je vais parler quelque chose par rapport à l'intelligence artificielle. Bon, c'est qui est vrai. J'ai parcouru beaucoup de pays d'Europe et moi, je n'ai jamais été d'accord et je ne peux pas conseiller aux jeunes Africains de commencer à utiliser l'intelligence artificielle. Donc, si vous voulez vider votre tête de cette intelligence que Dieu vous avait donnée, commencez à utiliser l'intelligence artificielle. Moi, je n'ai jamais été d'accord. Ça nous rend faibles, ça nous affaiblit. C'est comme une colonisation intellectuelle. Alors, c'est ce que moi, je peux dire. L'intelligence artificielle, pour moi, je ne suis pas d'accord, mais ils ont de notre connaissance, que ce soit dire ou pas, nous devons tailler nos nerfs pour que nous puissions arriver à de grandes choses. Mais aussi, dans toutes choses, apprenons à mettre Dieu en première position. Tu es musulman, tu es catholique, tu es bouddhiste. Apprenez à mettre ton Dieu à la première position avant de faire chaque chose. La réussite la plus excellente, c'est lorsque nous associons Dieu dans tout ce que nous faisons. Et même 5 minutes de faire une prière, Dieu, je vais postuler à ceci, mais j'ai besoin que toi, tu sélectionnes ma candidature, pas cette personne. Et ça va nous amener à toujours exceller, car il y a celui qui a déjà compté sur Allah, il y a celui qui a déjà compté sur Dieu et qui a échoué. C'est tout ce que je peux donner comme mon dernier conseil à la jeunesse, à la jeunesse africaine et surtout les jeunes ambassadeurs que nous sommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Armen. J'ai une dernière question. Oui, 5 secondes. Concernant les demandes de bourse, là, est-ce que l'on peut faire des demandes de bourse dans les pays dont nous n'avons pas d'ambassade? Est-ce que je veux dire? Oui, je comprends. Oui, en fait, tu peux le faire, mais ce n'est pas, comment on le dit, ce n'est pas exclu. Tant que tu as la possibilité de trouver une ambassade, où tu peux faire la demande de visa, là, tu peux le faire. Est-ce que tu as la possibilité de trouver un consulat où on peut te délivrer le visa, faire les processus de demande de visa, tout ça là, tu peux le faire. Ce n'est pas exclu, oui. D'accord, merci beaucoup. Armen voulait ajouter? Oui, bon, je voulais dire par rapport à ça, bon, c'est qu'aujourd'hui, les institutions sont devenues trop organisées et donc la plupart des fois ne dépendent plus vraiment directement de nos ambassades dans le pays. Dès que vous postulez à une bourse, ils vous orientent à l'ambassade à laquelle vous pouvez envoyer votre dossier.
la plupart des fois, ils vous envoient l'adresse email, ils vous envoient, ils vous disent non, pour ton visa, tu peux écrire à cette ambassade ou carrément, ils peuvent vous envoyer le visa. Ça dépend d'une institution à une. Et donc, que votre pays soit représenté là-bas ou pas, ce n'est pas vraiment un problème. Il suffit juste de suivre le préalable et de suivre ce qu'ils donnent comme conseil. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amen. Et je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Je viens de coller dans le chat un lien vers le groupe d'entraide sur Telegram. Parce que sur Telegram, on peut accueillir autant de personnes que possible que sur WhatsApp. Donc, le lien est dans le chat. Vous pouvez rejoindre également le groupe là. Et ensemble, nous allons voir comment nous pouvons nous entraider pour que tout le monde puisse réussir sa candidature des opportunités diverses. Et également, il y a le contact de Amen. Il y a également mon contact. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp si vous le souhaitez. Mais de toutes les façons, tous les ambassadeurs seront dans ce groupe-là pour assister tout le monde, à orienter également tout le monde qui souhaite postuler à des opportunités auxquelles ils rencontrent des difficultés. Donc, je tiens également à remercier tous les ambassadeurs qui sont connectés aujourd'hui, qui sont connectés pour nous suivre, et je ne peux pas les nommer tous, ils sont nombreux. Et je voudrais que vous vous joignez à moi pour les remercier pour tout le travail qu'ils sont en train de faire dans leurs pays respectifs, en mobilisant les jeunes pour postuler aux opportunités, en conseillant les jeunes, en leur donnant les orientations, les directives pour postuler à toutes ces opportunités-là qui sont publiées. Merci à tout le monde et j'espère que vous avez appris énormément de choses. Comme nous l'avons rappelé au début, la vidéo serait disponible d'ici samedi ou bien dimanche sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez revoir autant que vous le voulez. Et merci à tout le monde. Merci à Armen qui, malgré sa disponibilité, a tenu à ce qu'il participe à cette activité, à ce webinaire pour partager ses connaissances et orienter les jeunes par rapport à cette thématique-là. Je crois que nous avons résolu ce problème de comment postuler aux opportunités. Et merci à tout le monde, à tous les cinquantaines, soixantaines de personnes qui sont restées connectées depuis le début jusqu'à maintenant. Merci sincèrement à vous. Et cela montre votre engouement, votre intérêt à évoluer dans le domaine où vous êtes actuellement, à exceller et à également atteindre de nouveaux sommets. Donc, on se dit à très bientôt dans le groupe d'entraide sur Telegram. Et merci à tout le monde et à très bientôt pour de nouvelles webinaires ou bien conférences en ligne.